Ah bah, c'est super, très bien. Alors, bienvenue. Et de quoi on a parlé la dernière fois? Mon Dieu, plein de choses. On avait parlé de la dépendance causale, Oui, on Des avait 12 liens. des, oui, en effet. Génial. on C'est super avait tout ça. les 12 liens. Ok. Les quatre sceaux du bouddhisme aussi. Oui. Wow. Et Mhm. tout ça de tête, en plus. Presque. Tu es Julien. Presque. On avait parlé des vraies voies Des vraies voix. Génial. C'est super. et de l'apophatisme, L'apophatisme. Wow. dont je découvrais le mot. Ouais. Eh ben, on en a dit des choses. Ouais, c'est super, très bien. Donc, est-ce que les 12 liens de production dépendante, est-ce que vous méditez un petit peu dessus, généralement, quand vous avez le temps? Est-ce que vous y pensez? Oui. Ouais, Mm. bravo, c'est super. Jusqu'au au point de les connaître par cœur ou pas? Pas tous, hein. Ah, Enfin, pas dans l'ordre, du moins, ok. je crois. C'est déjà bien d'en connaître quelques-uns. Salut Mina. Bonsoir. 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 C'est pas grave, c'est pas grave. On était en train de voir tout ce qu'on était en train de faire la semaine dernière et on était en train de parler des 12 liens. Donc, est-ce que ça vous parle, cette causalité des 12 liens? Ouais? Oui? Oui. À peu. Ok, très bien. Donc, vous savez qu'il y a des causes et des effets. Ok, il y en a qui sont les vraies souffrances, il y en a qui sont les vraies origines. Et parmi les vraies origines, il y en a qui sont le karma, il y en a qui sont les afflictions. Ouais? Oui. Donc, ce qui est génial, c'est que quand on voit ça, on voit que le bouddhisme dans son entier parle de l'esprit, en fait. C'est à un moment donné, le Bodhisattva Shantideva il dit qu'il est important de connaître le secret de l'esprit, ce magnifique outil qu'on a à disposition tout le temps avec nous, qui peut être développé encore et encore. Bien sûr que c'est lui qui crée le samsara, mais c'est lui qui peut être dans le nirvana aussi. Donc on a un précieux trésor avec nous à chaque instant qui passe. Et donc on essaie de développer encore et encore les qualités humaines fondamentales, euh, lesquelles vous pourriez me citer par exemple? La générosité. La patience, Oui, très bien, générosité, patience. la compassion, Oui, L'altruisme. L'altruisme. l'altruisme, très bien. La sagesse, La sagesse. la générosité, Oui, tout à fait. L'éthique. L'éthique. Bravo, c'est génial. Très bien. Donc, en effet, on peut les développer encore, encore et encore, grâce à l'entraînement. Ouais. Et donc, on était arrivé à quelle page la dernière fois, vous vous souvenez? dans la page 25, je crois. Ok, très bien. Chez moi, c'est 25, mais je crois que vous êtes décalé d'une page. Ah, d'accord. Ah ouais. Par Ok. rapport à toi, oui. Ah, d'accord. Donc, en effet, on avait vu les origines interdépendantes, la connaissance qui est là plutôt la sagesse, connaissance transcendante, on avait vu ça. Ok, très bien. Ok, les trois joyaux, parfait. Donc ça devrait vous parler aussi. Et puis, il y a une petite méditation que vous pouvez trouver à la fin de ce chapitre. Donc, que vous pouvez utiliser à la maison facilement. Par exemple, sa santé dit méditons maintenant sur la compréhension des quatre nobles vérités telles que nous les avons évoquées jusqu'à présent. En particulier, réfléchissons à la façon dont l'ignorance nous maintient dans un cycle de souffrance et à la façon dont la sagesse de la vraie nature de la réalité nous permet d'éradiquer les pensées et les émotions négatives de notre esprit. Donc les pensées négatives et les émotions négatives. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les pensées et de n'éliminer que les émotions négatives. Il faut euh, toutes les élaborations conceptuelles désordonnées, ça aussi, ça devrait être éliminé.
Réfléchissons à la façon dont la sagesse de la vacuité, combinée à la compassion et aux intentions altruistes, peut même éliminer nos prédispositions subtiles aux actions négatives. Donc, en fait, là, ici, Sa Sainteté parle surtout, bien sûr, des prédispositions subtiles, les empreintes de l'ignorance, plutôt que les empreintes du karma. C'est plutôt les empreintes de l'ignorance qui constituent un voile cognitif. Ouais, ça vous parle? Ouais, génial. Ok. Donc là, on va entrer dans le gros du sujet, les deux vérités. Alors, accrochez-vous à vos baskets, parce que il y a quand même pas mal de choses très profondes par rapport à ça, mais je sais pas, on va essayer d'adapter tout ça en fonction des intérêts de chacun. Donc, c'est page 33 dans mon édition. Ok. 31. 31 pour vous, d'accord. Ah, ok. Donc, c'est pas la même pagination. Ouais. J'étais Allô? perdue là. J'étais perdue avec les pages. J'étais en train de tourner. Je me dis, merde, on en est où? Alors, on en Ça y est, est c'est bon. là où ça commence. Et toi, c'est quelle page, les deux vérités? Ben, en fait, c'est la page 31, mais on n'a pas la même édition. En tout Oui, cas, c'est pour ça. celle-ci, c'est la dernière. D'accord. Oui, Ouais. vous avez la dernière C'est la, édition, c'est la d'accord. dernière, ouais. Ok. 31. Moi, je suis encore d'un autre âge. J'ai vu, j'ai Non, vu. Attention, Oh, tu vas te faire taper sur les doigts. Attention. Et donc, en fait, à chaque fois que je donne des numéros de page, c'est pas les bons pour vous. Donc, c'est bon Ah ben à non. savoir, d'accord. Ok. Très bien, donc page 33, qui veut dire donc page 31. Les deux vérités et commentaires. Tout d'abord, je souhaiterais indiquer les trois grandes parties du texte de Shantideva que je vais utiliser comme support à mon exposition du chapitre 9, la sagesse transcendante, selon les commentaires de Khenchen Kunzon Palden et de Minyak Kunzon Sonam. Ce chapitre se divise comme suit. Pourquoi il est nécessaire de cultiver la sagesse directe de la vacuité? Ça, c'est le premier point. Et il y a une strophe. Voilà, c'est la première partie qui correspond à une strophe. Ensuite, on a comment cultiver la sagesse directe de la vacuité. Là, il y a presque tout le reste du texte, du chapitre 9, de la strophe 2 à la strophe 150. Et ensuite, le point numéro 3, explication concise de la façon de réaliser la vacuité. Et là, c'est les quelques dernières strophes qui suivent. Donc, c'est juste une présentation. Les Tibétains, ils aiment bien faire un grand A, petit b, petit c, petit b, etc. C'est des nomenclatures, des textes comme ça. C'est des économies du texte. Très bien. Donc, la nécessité de la sagesse transcendante. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si on vous demandait, mais à quoi ça sert vos réunions du dimanche soir? À quoi ça sert de parler de ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un bon film à la télé à la place ou une sortie entre amis, etc. Donc, qu'est-ce que vous expliqueriez, vous? Comment est-ce que vous justifieriez, vous, par rapport à ce chapitre 9? Tu veux qu'on soit franc? Quoi? Pardon? J'ai dit, tu veux qu'on soit franc? Ah oui, oui. Bon. Alors moi, personnellement, le fait de participer tous les dimanches, ça entretient ma motivation. Sinon, j'aurais lâché depuis longtemps. Ok, très bien. C'est un bon point, en effet, de pouvoir étudier ensemble. En général, à plusieurs cerveaux, on finit par y arriver. Oui, puis c'est une sorte de coaching pour maintenir la motivation. Oui, exactement. Qui d'autre? Très bien, Laurence. Ouais. Oui, Mina? Mettre du sens à mon existence, Oui. enfin, et à l'existence en général. Mettre du sens et voilà, et se retrouver avec des gens qui sont pareils sur la voie, en tout cas sur un questionnement à la fois philosophique et spirituel. Eh ben, c'est de l'engrais, quoi. C'est bon. Ok, très bien. Excellent. Qui d'autre? Qui pourrait expliquer, je sais pas moi, à ses amis, à sa famille, pourquoi vous avez loupé le Seigneur des Anneaux? Bon, en même temps, personne ne l'a vraiment loupé, elle est rediffusée tous les ans. Ouais. Mais,
Mais voilà, vous auriez peut-être autre chose de mieux à faire plutôt que d'étudier, se prendre le chou, analyser, parce que parfois c'est compliqué hein, quand on parle de vérité. Donc quel est l'intérêt de développer la sagesse, et surtout la sagesse de la vacuité, d'un point de vue bouddhiste bien sûr. Aller à l'essentiel. Ouais. La vie est trop courte, quoi, pour des fois des futilités. Oui, très fort. Peut-être un radiateur de douche chaud à la place du refroidisseur de l'ordinateur. C'est un train. C'est un- Et là, ça marche? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Je pensais que tu étais à l'aéroport. Ça fait le même bruit. Oui, oui, exactement. Donc en fait, je pense pas que ce soit mon micro, hein, que ce soit mon ordinateur, mais c'est pas très grave. Ok, très bien. Donc pourquoi la sagesse de la vacuité? Parce qu'il y en a beaucoup des sagesses. La sagesse de l'impermanence, la sagesse qui réalise, je sais pas moi, ouais, l'impermanence, la sagesse qui réalise la précieuse existence humaine, il y a la sagesse qui réalise la causalité karmique, il y en a beaucoup des sagesses. Pourquoi celle-ci en particulier? Parce que c'est la fondamentale. C'est l'antidote suprême. Ah oui. Euh, Alors c'est en la- quoi est-ce que c'est l'antidote suprême? En quoi est-ce elle est fondamentale? Ben, parce que c'est elle qui va c'est la contrecarrer l'ignorance. qui découle quoi, de la vacuité. C'est à elle qu'on se rend compte qu'on est tous interdépendants puis tous connectés les uns aux autres. Parce qu'avec Oui. pas personne, d'ailleurs, avec tout, on est connecté avec tout. L'interdépendance est universelle. Oui, très bien. Comment Elle va, c'est? elle va Oui, combattre l'ignorance. C'est la vacuité. voilà. Combattre l'ignorance, oui. Combattre l'ignorance. Parce que là, c'est pareil, il y a beaucoup de types d'ignorance, hein. Il y a beaucoup de types d'ignorance. Euh, et donc, l'ignorance la plus importante, c'est celle dont on a parlé dans les 12 liens. Ouais, Ouais. très bien, ok. Et donc, il y a cette ignorance, elle saisit un soi inhérent, un soi indépendant, un soi absolu de nous-mêmes, de nos agrégats, des autres, etc. Ouais. Et donc, le seul moyen, en effet, c'est de se débarrasser de cette ignorance, c'est de réaliser l'opposé, d'avoir un mode d'appréhension totalement à l'opposé du mode d'appréhension de l'ignorance. Ouais, ouais, ça vous parle? Très bien. Et Et aussi, c'est l'antidote par excellence, disait Bernard, parce que pourquoi Bernard? Pourquoi? Ben parce que c'est vraiment pour détruire la conception fausse du soi de la personne et des phénomènes. C'est le seul moyen. Et parce que cette saisie fondamentale, elle engendre toutes les autres afflictions. Voilà. Dès l'instant qu'on est en colère, qu'on est attaché, qu'on est obsédé, qu'on est dans la jalousie, l'orgueil, etc., etc., il y a nécessairement un état d'esprit distordu qui est à la base de ça. C'est l'ignorance fondamentale. Ouais. Ça veut dire que on peut traiter l'orgueil, par exemple. Qu'est-ce que vous feriez pour traiter l'orgueil, pour contrecarrer l'orgueil comme antidote? L'invocation. La modestie, La l'humilité, modestie, l'humilité. l'humilité. Bon, exactement, c'est un état d'esprit qui va directement à l'opposé de l'orgueil, oui. Mm. Très bien, ok. Et contre l'attachement obsessionnel, qu'est-ce que vous allez faire? Pratiquer la générosité. Oui, tout à fait. L'attachement pour une profession, etc., on va le contrer avec la générosité, c'est une bonne façon de faire. Prendre conscience de l'impermanence. Oui, aussi, par exemple. Ça peut aussi aider énormément. Très bien. Et on peut aussi méditer sur les aspects repoussants de l'objet d'attachement, par exemple. Ouais, d'avoir une attitude qui va contrer en fait l'attachement. Très bien. Donc ça veut dire qu'en effet, on peut essayer d'employer des états d'esprit qui vont aller à l'opposé de ces afflictions, mais ces antidotes sont vraiment spécifiques. Ils ne peuvent pas traiter les autres afflictions. Par exemple, si on médite sur l'humilité, cette humilité ne peut pas gérer, par exemple, la sous-estimation de soi. Ouais. Elle peut gérer l'orgueil, mais elle ne peut pas gérer la sous-estimation de soi. Elle ne peut pas gérer non plus la colère. Elle ne peut pas gérer d'autres afflictions. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque affliction a un antidote particulier, mais un antidote pas vraiment sur le long terme. Un antidote, c'est
voilà, ça permet d'amoindrir ces états d'esprit négatifs. Mais ça ne permet pas de les éradiquer à la racine. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut les éliminer à la racine? C'est la compréhension, tandis que sinon c'est local, c'est le chaud par le froid ou le froid par le chaud, c'est par les contraires. Voilà. Tandis que là, on va vraiment par la compréhension et par l'éradication profonde. Oui. Ça vous parle? Oui. Très bien. Donc ça veut dire que par exemple, on a toutes ces afflictions, c'est comme une plante vénéneuse. Donc cette plante vénéneuse va avoir différentes branches, et sur différentes branches, il va y avoir une affliction particulière qui va naître. Donc on peut couper une branche ou couper une autre branche, etc., etc. Donc on peut passer beaucoup de temps à le faire. Mais si on déracine la plante vénéneuse, on la tranche à la racine, à ce moment-là, on détruit toutes les branches en même temps. Et la sagesse de la vacuité, c'est ça qui permet de le faire, puisque c'est ce qui permet d'éradiquer l'ignorance qui est à la racine des afflictions, des autres afflictions. Ouais, ça vous parle? Donc c'est pourquoi c'est le remède par excellence, la sagesse de la vacuité. Et comme bien sûr c'est difficile à comprendre, difficile à réaliser, sur le court terme, on peut bien sûr s'entraîner à développer les états d'esprit opposés aux afflictions. Développer l'humilité, la patience, la réjouissance, etc. Le détachement, ouais, ça vous parle? Donc, ça veut dire qu'à court terme, on peut s'entraîner bien sûr à cultiver ces attitudes de générosité, d'éthique, de patience, etc. Mais ultimement, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire pour se débarrasser de toutes les afflictions à la racine et de leurs graines? C'est la sagesse de la vacuité. Ouais. J'avais bien. Bravo, bravo. Très bien. Donc c'est ce que dit sa sainteté, page 31. Nécessité de la sagesse transcendante. Nous pouvons maintenant commencer par la première stance où Shantideva exprime sans équivoque la nécessité de parvenir à la sagesse transcendante. Et donc c'est la strophe 1 qui dit tous ces enseignements, enfin tous ces auxiliaires ou toutes ces branches, yin là en tibétain, littéralement c'est toutes ces branches ou tous ces auxiliaires, le Bouddha les a destinés à la réalisation de la sagesse transcendante. Donc qu'on fasse naître en soi la sagesse si on désire la cessation de la souffrance. Ouais? Oui. Ça vous parle? Ouais, très bien. Parce que comme on l'a dit, ce qui engendre la souffrance, c'est l'ignorance fondamentale. Il faut un antidote à cette ignorance fondamentale qui est la sagesse du non-soi, ou la sagesse de la vacuité. Très bien, donc c'est pourquoi Shantideva dit tout ce qui a été mentionné avant, le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, etc., ou tout ce qu'on médite avant, quand on médite le renoncement, quand on médite bodhicitta, etc., tout ça, ça doit mener ultimement à la réalisation de la vacuité. Ce sont des pratiques préliminaires, on pourrait dire, ouais. Bravo. Génial. Et donc, en fait, c'est ce que dit sa sainteté dans son commentaire. Il dit, en bref, tous les enseignements du Bouddha ont pour objectif ultime de conduire les individus à l'état d'éveil parfait. C'est-à-dire que n'importe quelle parole prononcée par le Bouddha a pour intention de libérer les êtres de la souffrance et de les mener au plein potentiel de leur esprit, à l'épanouissement de ce qui se trouve dans leur esprit. Ouais. Donc, tous ces enseignements qu'on a là, en fait, sont emplis de compassion, de bienveillance, de vision sur le long terme, de sagesse. C'est immense. Chaque parole prononcée par le Bouddha, chaque acte manifesté par le Bouddha est la manifestation même de la compassion et de la sagesse. Il n'y a rien de gâché, en fait. Il n'y a rien d'inutile dans la conduite d'un Bouddha, dans la parole d'un Bouddha, ça doit toujours mener vers l'éveil. Ouais. C'est facile à comprendre. Très bien. Ok. Donc tous les enseignements convergent vers ce but. Par conséquent, directement ou indirectement, ils ont trait à la voie menant à la sagesse. Voilà pourquoi Shantideva affirme qu'ils sont destinés à la réalisation de la sagesse transcendante. Très bien. Donc là, ok. Selon la voie médiane, une école philosophique du Mahayana, la voie médiane, ça vous parle? Ouais. Waouh. Excellent. Génial. Très bien. C'est quoi alors? Qui est libre des deux extrêmes. Oh, waouh. Waouh. Ok. Donc c'est le juste milieu, en effet, la voie médiane, qui est libre de quel extrême?
De quels extrêmes? Nihilisme, C'est- Le déisme, l'absolu. Nihilisme et L'absolutisme. voyons, Absolu. l'absolutisme. Bravo, excellent. Excellent. Donc en effet, on peut dire éternalisme, mais en fait, éternalisme, ça s'applique surtout à la personne. Mais quand on parle des phénomènes en général, il y a des phénomènes éternels. Donc c'est pourquoi on dit plutôt absolutisme. Ok, très bien. Très bien. Selon la voie médiane, école philosophique du Mahayana, le Mahayana, vous voyez ce que c'est. La réalisation de la vacuité est indispensable, ne serait-ce que pour atteindre la libération du cycle des existences. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est fondamental. Il faut avoir étudié en profondeur les écoles philosophiques pour le comprendre. Ok. Très bien. Donc là, on parle de la vacuité d'existence inhérente, la vacuité d'existence indépendante, oui? Mhm. Très bien. Et donc ça, c'est égal au non-soi subtil. Et donc, quand on parle du non-soi ou de la vacuité, si on parle du non-soi subtil, c'est pareil que la vacuité. Ouais? Mhm. Ok. Donc ça veut dire que c'est l'absence d'un soi inhérent ou l'absence d'un soi absolu. Ouais. Et de qui? De la personne et des phénomènes. Ouais. Très bien. Et donc ça veut dire que pour le Madhyamaka, pour la voie médiane, et surtout pour le Prasangika Madhyamaka, pour les conséquentialistes de la voie médiane, il faut nécessairement réaliser cette vacuité profonde, le non-soi le plus subtil de la personne et des phénomènes pour réaliser ne serait-ce que la libération personnelle, l'état d'arat. Mhm. C'est-à-dire que pour éliminer le voile afflictif, et donc pour obtenir le nirvana, pour obtenir la libération individuelle, il faut déjà réaliser cette vacuité la plus subtile. Si on n'a pas réalisé cette vacuité la plus subtile, il est impossible d'obtenir le nirvana. Donc, c'est même pas la peine de parler de l'éveil omniscient. Ouais, Ouais. très bien, excellent. Parce que les autres écoles philosophiques vont dire, pour obtenir le nirvana, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement le voile afflictif. Mais de Oui. toute façon, c'est simplement le voile afflictif, Bernard. Oui. Mais le voile afflictif n'est pas le même pour les autres écoles. Oui, c'est pas le même non plus, ça dépend lesquels, oui. Exactement, c'est pas le même. C'est plus grossier pour les autres écoles. C'est la Euh, saisie. Oui, C'est le soi autosuffisant et substantiel. Voilà. voilà, exactement. C'est tout à fait ça. C'est les branches. C'est, C'est les branches de l'arbre, en fait. Non? oui, exactement, c'est les branches de l'arbre et aussi un type de saisie, un type d'ignorance assez grossière en fait pour ces autres écoles. C'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Ça, on en avait parlé il y a quelques mois, mais je ne sais pas si ça a été vraiment le bon moment d'en parler parce que c'était assez complexe, mais c'est pas très grave. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une saisie grossière du soi. Le fait de considérer que la personne pourrait être appréhendée comme ça sans avoir besoin de dépendre de quoi que ce soit d'autre, et comme si le jeu était le possesseur des agrégats, était le boss des agrégats, comme si les agrégats dépendaient plus de la personne que la personne dépendrait des agrégats. Ouais. Bon, c'est un petit peu, on y reviendra. On aura le temps d'y revenir. Ok. Très bien. Donc pour cette école de la voie médiane, ça veut dire qu'il faut réaliser la vacuité la plus subtile, pas s'arrêter au non-soi grossier, autosuffisant et substantiel, mais réaliser que la personne est dénuée d'existence inhérente. Que si on la cherche dans la base de caractéristiques, on ne peut pas la trouver. C'est ça que ça veut dire, ouais. Oui. Ça va, tout le monde? Ouais. Ok, génial. Parfait. Ce point revient régulièrement dans la marche vers l'éveil, donc dans le texte de Shantideva. Lorsque nous parlons de parvenir à l'élimination des souffrances, il est très important de saisir que les souffrances en question ne se limitent pas à celles causées par les sensations douloureuses. Vous vous souvenez, on en avait parlé des souffrances? On avait dit qu'il y avait les sensations désagréables et il y avait des sensations agréables aussi. C'est une souffrance ou pas ça, une sensation agréable? Oui. C'est une Oui. souffrance. Oui, souffrance. elle cesse. Ouais. C'est Pourquoi? une souffrance Parce compensée. parce qu'elle ne dure pas. Non. Parce qu'elle ne dure pas, oui, ça pourrait être en effet.
Ça pourrait C'était être l'histoire une- du verre d'eau et de la glace quand on avait chaud. Et en fin de compte, où il fallait réfléchir si après, lequel des deux on regretterait. Entre la chaleur et le froid. Très bien. Ok. Une souffrance Une sens- compensée. Oui. Oui. Donc une sensation agréable, si elle est contaminée, ça s'appelle quoi comme souffrance, comme type de souffrance? Souffrance du changement. Voilà, bravo, vous avez parfaitement compris, c'est tout à fait ça. Bravo. Donc ça veut dire que, en effet, quand cette souffrance, cette sensation plaisante s'estompe, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Quand Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau, Pince-mi et Pince-moi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? La barque. Donc en fait, Il y a les quand la sensation agréable cesse, qu'est-ce qui est plus manifeste en fait? Bah, les sensations désagréables. Il peut y avoir des sensations neutres. Il peut y avoir des sensations neutres. Mais ces sensations neutres, elles sont plutôt associées à ce qu'on appellerait plutôt la souffrance inhérente au conditionné, la souffrance omnipénétrante. Mais disons que ce n'est pas parce qu'on a une sensation neutre qu'elle est nécessairement cette souffrance-là. Et donc, il y a un lien entre les sensations neutres et la souffrance omnipénétrante. Ok, donc vous avez parfaitement compris comment ça fonctionne. En effet, sensation désagréable, c'est la souffrance manifeste, c'est la souffrance grossière, elle est facile à détecter. Les sensations plaisantes, c'est de la souffrance déguisée. Donc c'est pourquoi elle est difficile à détecter. Elle est déguisée en bonheur alors que ce n'est que du plaisir. Ok, génial, c'est du plaisir contaminé. Bravo, très bien. Lorsque nous parlons, ok, donc ça on l'a vu, le terme souffrance désigne également l'effet et sa cause, c'est-à-dire les afflictions, les émotions et pensées perturbatrices. Donc là, on peut les mettre dans les conceptions fausses, les émotions perturbatrices, etc. Donc là, on parle des afflictions. On parle de l'une des deux vraies origines, ouais. Ouais, ça ou pas? L'une des deux vraies origines. C'est là où sa sainteté dit qu'en effet, les vraies origines et les vraies souffrances, du point de vue des afflictions, ne sont pas contradictoires. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas contradictoire. Ça veut dire que ça, on l'a vu lors d'une session précédente. On avait vu que normalement, la cause et son effet sont contradictoires. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être à la fois la graine et la pousse? Non. On avait dit que c'était les chats, non? C'est pas ça que tu avais dit? Exactement. Clécha, ça veut dire affliction. Ouais. Oui. Ouais. Les Clécha. vraies origines de la souffrance, oui, c'est ça. On a Exactement. dit qu'il pouvait être les deux, les afflictions, ce sont les vraies souffrances et les vraies origines, et ils ont une base commune. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que les afflictions sont une base commune entre les vraies origines et les vraies souffrances. Oui. Ouais. Ouais. C'est ça qui est une base commune. Ça veut dire qu'une base commune, ça veut dire que c'est un phénomène qui est à la fois les deux. C'est-à-dire qu'une affliction, c'est à la fois une vraie origine, parce que c'est ce qui engendre le karma et ce qui engendre le reste des 12 liens, etc. Et c'est aussi une vraie souffrance. Parce que quand on est perturbé à cause d'une affliction, on est en train de souffrir. Notre esprit est perturbé, la paix naturelle de l'esprit est totalement perturbée. Ouais. Ça vous parle? Oui. Très bien. Excellent. Ok. Parfait. Donc ça, c'est important de le comprendre en fait. Hein. Ensuite, la deuxième partie de la strophe 2 à la strophe 150 explique en détail les moyens de parvenir à la réalisation de la vacuité. Cette partie se subdivise elle-même en 3 autres sections, dont la première, de 2 à 39, comprend 3 sous-sections. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est toujours grand 1 qui a 2 sections, et le petit 1 a 3 sections, et le petit 1 a 40 000 sections, etc. Ça arrive toujours. C'est normal. Très bien. Les Tibétains, ils aiment bien ces économies du texte. Donc cette partie se subdivise elle-même en 3 autres sections, dont la première de 2 à 39 comprend 3 sous-sections se rapportant chacune à des aspects spécifiques des 2 vérités. Très bien. Distinction d'abord et définition des 2 vérités. C'est là que ça commence à être un petit peu croustillant. Ensuite,
des différents individus établissant les deux vérités. Et ensuite, réponse aux objections élevées contre la façon d'établir les deux vérités. Ok. Ça, c'est intéressant. On a la strophe 2 qui va parler de distinguer les deux vérités et de les définir. Donc, c'est à la page 35 pour moi, donc ça doit être 33 pour vous, normalement, non? Ok. Très bien. Définition. Voici la définition des deux vérités telle que la présente Shantideva. Il y a deux vérités, la vérité relative et la vérité ultime. Donc là, c'est normal, ça a été traduit par les traducteurs de Padmakara et eux, ils ont comme choix lexicaux absolu plutôt qu'ultime. Mais l'absolu, en fait, ça devrait toujours être un objet de négation. Ça ne devrait jamais être à l'affirmative. Donc c'est pourquoi il vaudrait mieux mettre ultime. Paramartha, sanskrit. Très bien. La vérité ultime est hors du domaine de l'intellect. Celui-ci est dit obscurci. Alors là, il y a du croustillant. Ok, donc il y a les deux vérités. On a les deux vérités. Vérité relative et vérité ultime. Ouais, ça vous parle? Très bien. L'autre fois, tu as dit que la vérité ultime, c'est un objet, non, c'est un miroir déformant et pas noir. C'est pas ça que tu avais dit? Alors, l'ignorance qui... Ah oui, l'ignorance, oui. C'est ça, ouais, oui, pardon, oui. exactement. Donc là, quand on essaie de réaliser la vérité ultime, c'est comme si on mettait des verres correcteurs, en fait, qui corrigent la distorsion du miroir, on pourrait dire. Ou c'est un marteau pour aplanir le miroir. Donc, je sais pas si ça fonctionnerait, un marteau qui aplanirait le miroir, mais disons que c'est ce qui doit permettre de corriger la distorsion, la sagesse de la vacuité. Ouais, très bien. Donc, on va voir ce que dit Sasante. Donc, on a bien compris qu'il y avait en effet cette division exhaustive des existants. C'est-à-dire que c'est deux tiroirs. Il y en a un où il y a marqué vérité relative ou conventionnelle, l'autre il y a marqué vérité ultime. Et si on a n'importe quel objet, n'importe quel phénomène, quel qu'il soit dans l'univers, doit rentrer dans l'un ou l'autre de ces deux tiroirs. Oui, très bien, exactement. Et donc, ça veut dire que c'est une division exhaustive des existants. Très bien, donc Sasante continue, il dit ainsi que je l'ai mentionné plus haut, puisqu'il y a une différence fondamentale entre la façon dont nous percevons les choses et la façon dont elles existent réellement, la perception que nous avons de notre existence et du monde qui nous entoure est semblable à une illusion. Ouais. Semblable à une illusion. Très bien. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on dit vérité relative, on pourrait dire vérité obscurcissante. On pourrait dire vérité voilée. Ouais, ça vous parle? Oui. Très bien, excellent. Donc vérité voilée ou vérité obscurcissante, pourquoi? Parce que si vous pouviez me donner un exemple d'une vérité relative ou d'une vérité voilée, ce serait quoi? La façon dont on perçoit les événements. La façon dont on perçoit un événement dans la vie quotidienne. Oui. C'est pas les vérités, moi je dirais conventionnelles, c'est ce qu'on. Moi je dirais ça conventionnel, après je sais pas. Oui. Vérité conventionnelle, en effet, vérité relative, vérité conventionnelle ou vérité voilée, en effet, ça peut être considéré comme équivalent en général. Bien sûr qu'après il y aura des distinctions, mais en général, on dit on dit samvriti satya en sanskrit. Samvriti, ça veut dire qui recouvre totalement. Samvriti, qui recouvre entièrement. Ça peut vouloir dire aussi, ça peut vouloir dire relatif, donc une dépendance. Et ça peut vouloir dire aussi conventionnel, convention mondaine. Ça peut avoir ces trois sens-là. C'est ce que dit Chandrakirti dans le Madhyamakavattara. Et donc, il dit qu'il y a ces trois sens d'une vérité relative, voilée, conventionnelle, et ces trois sens-là. Donc, si on devait donner un exemple d'une vérité relative, ce serait quoi? C'est ce qu'on peut percevoir avec nos sens, en fait. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on peut dire une table. Une table est une vérité relative. Ouais. Très bien. Et donc, est-ce que c'est uniquement les objets des consciences ou est-ce que ce serait les consciences elles-mêmes aussi?
Les consciences elles-mêmes. Les consciences elles-mêmes aussi. C'est une vérité relative, ouais. Ce qu'on appelle les agrégats. On peut dire les agrégats aussi sont des vérités relatives. Très bien. Quoi d'autre? La perception du moi, du jeu. La perception elle-même, la perception du jeu, en effet, tout à fait. La personne elle-même, on pourrait dire la personne est une vérité relative. Ouais. Très bien. Ok. Donc en fait, si on devait faire la liste des vérités relatives, ça prendrait beaucoup de temps. Si on devait faire la liste des vérités ultimes, ça pourrait prendre beaucoup de temps aussi, parce qu'il y a autant de vérités ultimes que de vérités relatives. Parce que chaque vérité relative a une vérité ultime. Ouais. Donc ça prendrait beaucoup de temps. Mais si on devait dire en général, en effet, on va dire que si on pouvait regrouper toutes les vérités ultimes, on les regrouperait dans la vacuité. Vacuité d'existence inhérente, c'est une vérité ultime. Et pour certains érudits bouddhistes, les vraies cessations aussi sont des vérités ultimes. Mais il y a des débats là-dessus. Très bien. Alors c'est génial. C'est génial. Donc on va voir un peu plus ce que dit sa sainteté. Afin de parvenir à une connaissance véritable de la nature ultime de la réalité, il est important de comprendre les deux vérités, qui se réfèrent à la nature duelle de la réalité. Donc la réalité, comme on l'avait dit une fois, c'est une grosse cuillère. Et donc cette grosse cuillère, elle est composée par un côté concave et un côté convexe, ou un immense bol, un immense saladier. Un immense saladier, ce serait les existants, n'importe quel existant serait comme un saladier. Il y a un côté concave et il y a un côté convexe. Donc ça veut dire que chaque nature possède deux, on peut dire, chaque entité, chaque phénomène possède deux natures. Une nature conventionnelle et une nature ultime. Ça va, Mina? Les problèmes de Wi-Fi? C'est ça, j'ai appelé mon fils là, parce que ça n'arrêtait pas de couper depuis tout à l'heure. Ouais. Donc j'entendais un mot sur deux, Ouais. pardon. Et en fait, il est venu et bon, il m'a expliqué un truc d'informatique, j'ai rien compris. Donc Ok. je lui ai dit oui, mais voilà. Donc Ok. écoute, je vous entends pas bien, mais c'est pas grave, je réécouterai l'enregistrement. D'accord, Mais ça je reste marche. avec vous. Très bien. Ok. Bon, j'espère que quand tu dis oui, quand je vous demande si ça va, si ça vous parle, j'espère que oui, là tu comprends. Ne fais pas comme avec ton fils, hein. Si ça va pas, ça va pas. Ça marche. Ok. Très bien. Excellent. Ok. Donc, comme dit sa sainteté, c'est la nature duelle de la réalité. C'est la base des choses. La réalité telle qu'elle est constituée de ces deux aspects, de ces deux natures. Une nature conventionnelle ou relative ou voilée d'un certain point de vue, et une nature. Ah, ça a coupé. Ah, c'est pas chez moi. Le Et relatif. je pense que ce soir, on manque de réseau, hein. Il faut lui dire quelque chose. C'est moi que ça a coupé là. Oui, c'est toi qui as coupé. Très bien. Ok, désolé. J'espère que ça va le faire. Très bien. Ok. Alors c'est génial. Donc on va continuer. Donc on trouve aussi l'expression de vérité dans la littérature non bouddhique. Par exemple, dans les écritures de nombre d'anciennes écoles philosophiques indiennes qui soutenaient également des notions de libération spirituelle. Donc c'est pas nouveau quand on dit Satyadvaya, les deux vérités, ça n'a pas été inventé par le Bouddha. Par contre, le sens de ce que veut dire Satyadvaya, les deux vérités, là c'est très différent entre le bouddhisme et les écoles non bouddhistes. Parce que même dans le taoïsme, on a le vide et le plein, par exemple. Le vide et le plein. Même le vide a tendance à être compris comme étant une origine du plein ou quelque chose comme ça. Mais pour le bouddhisme, la vacuité n'est pas, on l'appelle bien sûr la source des phénomènes, mais c'est plutôt métaphorique. En réalité, la vacuité d'une table ne préexiste pas à la table. Elle est coexistante à la table. Ouais. Donc, il y a beaucoup de nuances en fait, hein, même si les mots peuvent être les mêmes ou se ressembler. Malgré tout, il y a vraiment quelque chose de spécifique au bouddhisme et bien sûr à chacune des écoles bouddhistes. Donc, c'est
pas simple. On n'est pas sorti du sable. C'est pas simple du tout. Mais bien sûr, ça offre une grande clarté au fur et à mesure qu'on manie tous ces concepts. Au début, c'est comme si on était face à un labyrinthe, en fait. On ne sait pas trop, on tâtonne un peu. Mais à force de se familiariser avec ce labyrinthe, on finit par prendre un peu de hauteur. Et là, ça devient plus facile de voir comment dire, les méandres de tout ça. Et ça s'éclaircit, c'est vraiment, vraiment utile. Ok, c'est pour pas vous décourager, hein, c'est que je dis ça, mais je sais que vous êtes persévérant. Ok. La doctrine des deux vérités à laquelle se réfère Shantideva est celle décrite par l'école indienne de la voie médiane, ou Madhyamaka. Madhyamika, c'est l'adjectif, c'est pas très grave. Et plus particulièrement par le courant Prasangika Madhyamaka. Donc là, ils ont interverti les deux adjectifs sanscrits, c'est pas très grave, ça arrive souvent. Les Anglais le font aussi souvent parfois. Mais normalement, c'est Prasangika Madhyamika. Donc ça, on avait vu ça avant les vacances, normalement. On avait une présentation générale de ces écoles-là. Normalement, ça devrait un petit peu vous parler, en tout cas, les mots eux-mêmes. Vous n'êtes pas totalement étranger à ces mots eux-mêmes, normalement. Ça va, Eustache? Oui, oui. Ok, très bien. Très bien. Là, ici, bien sûr, Shantideva, il est Prasangika. Il est Prasangika Madhyamika. Donc là, on est au niveau du top, du top, du top de la vision bouddhiste. Il n'y a pas plus élevé. Même si ceux qui pratiquent les tantras avec cette vue prasangika, ou une vue inférieure. Mais en tout cas, la vue la plus subtile du prasangika n'est pas surpassée par des vues tantriques, par exemple. C'est les mêmes dans ces types de véhicules mahayanistes. Ok. Donc les penseurs bouddhistes anciens ne s'accordent pas sur l'explication de cette division de la réalité en deux vérités. Par exemple, il y en a qui disent, si on regarde dans The Two Truths de Guy Newland, il dit qu'il y a plusieurs vues par rapport à ça. Comment est-ce qu'on distingue, on fait cette division, cette énumération des deux vérités? Il y en a qui disent, par exemple, que ça va de la forme jusqu'à l'omniscience. Souvent, c'est une expression qu'on emploie dans le bouddhisme. Quand on dit ça va de la forme jusqu'à l'omniscience, c'est-à-dire qu'on énumère en fait tous les existants, mais entre la forme et l'omniscience, c'est tout ce qui est dans la parenthèse avec les trois petits points. C'est le etc. en fait. Donc, ça veut dire qu'on commence par la forme. Quand on étudie les bases de la philo, on commence par la forme, qu'est-ce qu'une forme, etc. Et après, ça mène à comprendre ce qu'est l'omniscience. Donc, ça veut dire qu'on sous-entend qu'on parle de tous les phénomènes. Mais si on dit que la division des deux vérités, ça va de la forme jusqu'à l'omniscience, ça veut dire que, par exemple, si on prend la forme, c'est ce qui doit être les deux vérités. C'est-à-dire que autant une vérité conventionnelle qu'une vérité ultime devrait être une forme. Et là, ça cloche. Donc c'est pourquoi on ne peut pas dire littéralement que la division des deux vérités serait depuis la forme jusqu'à l'omniscience. Sinon, ça sous-entendrait que si c'est une vérité conventionnelle ou si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement de la forme. Puis bien sûr tout le reste, l'omniscience, etc., etc. Ok, donc là, c'est pas très grave, c'est juste pour vous donner un petit peu de croustillant parfois. C'est bien d'avoir du croustillant et pas que de la crème. Okay. Mais là, on va revenir un peu à la crème. Okay. Pour certains d'entre eux, donc cette explication de la division de la réalité en deux vérités, elle reproduit tout simplement notre expérience conventionnelle du monde. D'autres, donc qu'est-ce que ça veut dire l'expérience conventionnelle du monde? Je ne vois pas trop ce que veut dire sa sainteté par là, mais là, il me manque un indice pour voir de quoi il parle. C'est pas grave. D'autres, tels Bhutan Rinpoche, considèrent que cette division se fonde sur la vérité dans son intégralité. Ça veut dire que la division exhaustive des deux vérités, c'est vérité. Donc il dit, les deux vérités sont alors deux aspects de la vérité en général. Et ça, c'est ce que dit aussi Guy Newland. Donc si c'était le cas, ça voudrait dire que une table serait aussi vraie qu'une vérité ultime, qu'une vacuité. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'une table est vraie pour les Madhyamika? Elle est vraie au regard de l'ignorance.
Oui, Ah, elle est vraie au regard de l'ignorance. oui. Et être vrai au regard de l'ignorance, est-ce que ça veut dire être vrai en général, dans la Ben non. réalité? Et non, elle est vraie au regard de l'ignorance. Une table, une vérité conventionnelle est dite vraie, est dite une vérité, mais une vérité au regard de quoi? De l'ignorance. Et là, ça change tout. Ultimement, elle n'est pas vraie. Oui. Exactement. Donc là, ça change tout. Donc c'est pourquoi, en fait, on pourrait discuter cette vue de ce grand maître Bouton Rinpoché. Gilbert, Oui, vas-y. est-ce que dans cet exemple, on peut dire qu'il y a une non-table? Comme on dit, il y a un non-soi. Alors, si on disait il y a une non-table, ça voudrait dire que en lieu et place de cette table? Oui. Donc ça Ben non, voudrait dire. c'est un stylo, par exemple. Non, ça va pas. Ouais. Oui, non table, ça peut être n'importe quoi. Une table, c'est tout ce qui n'est pas une table. Ça Ah, peut être un Ouais, éléphant. d'accord. Cette table n'est pas tout ce qui n'est pas une table, c'est pas possible. Et pourtant, quand on dit le soi et le non-soi, oui. ça ne veut pas dire que Non, mais parce que le soi n'existe pas. Eh ben, d'une façon ultime, la table non plus. Non, mais le soi Ah, n'existe pas d'une façon n'existe pas. Le soi, il n'a pas d'existence. Alors que Oui. parce qu'il est imputé sur les agrégats et tout ça. Alors que la table, elle a une existence relative parce que tu l'aperçois directement. Pour nous, elle a une existence, heureusement, parce que sinon, on n'a plus qu'à se suicider tout de Oui, suite. mais alors dans ce cas-là, les autres, quand on parle du soi, moi, la personne qui est en face de moi, je vais la voir. Non, tu vas voir pas la personne, tu vas voir son visage, son corps, tu vas entendre sa voix, tu vas tout ça, mais tu vas pas voir une. Qu'est-ce que c'est que cette personne? C'est quelque chose que tu imputes sur les agrégats, sur les éléments que tu as de l'appréhender. Tu la reconnais par sa forme ou par sa voix ou par son nez. Elle n'existe pas comme une table existe. Mais Tu vas pourtant, voir je veux dire, je peux m'appuyer sur une personne physiquement, comme je Oui. m'appuie sur une table. oui. Moi, je suis Moi, d'accord. là, il y a, moi, pour moi, là, il y a un truc. Tu t'appuies je sur le comprends corps, tu t'appuies sur le corps de la personne. On a fait en doublette. Je suis avec Laurence et il y a Bernard et Dominique de l'autre côté. On va débattre. Tu t'appuies sur le corps de la personne. Donc, Est-ce que il y la a bien une personne forme c'est son aussi. corps? Est-ce que la personne c'est Qui son corps? existe conventionnellement, parce que de toute façon, Émotionnellement sur son réconfort ou j'en sais rien, mais est-ce que la personne c'est son réconfort? Une personne, ça n'existe pas. Ah, une personne, si. ça n'existe pas. De façon conventionnelle. ça existe conventionnellement, heureusement. Comme Parce si, que là. Elle existe sinon, en tant si je qu'elle me est imputée passe sur quelque chose. Elle est imputée sur Exactement. quelque chose. Rosemary te conseille, Dominique, de te passer. Oui, oui, mais je vais faire mal à mon corps. Enfin, mal au corps. C'est intéressant. Là, oui, c'est mal à intéressant. son corps. Oui, on n'a pas mal à soi parce que soi n'existe pas vraiment, ça c'est vrai. Mais n'empêche qu'on a mal, donc ça existe conventionnellement parce que sinon, alors c'est même pas la peine de causer. Oui, ça veut dire que s'il n'y avait rien du tout. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien. Ah, très bien. Donc là, est-ce que la personne existe ou pas? J'ai dit qu'il y avait des agrégats sur lesquels on imputait une personne. Très Ah, bien. Et donc, ça veut dire que la personne existe ou pas? elle n'existe pas ultimement. Elle Elle existe existe sur le plan conventionnel, mais pas sur le plan ultime. sur Je sais pas. quelque chose. Ah. Et donc, pour les prasangika, exister conventionnellement, ça ne revient pas à exister? Si, bien sûr. Ah, C'est une imputation. Si, bah aussi. Là, c'est une existence imputée. oui, tout Mon à corps fait. existe, ma conscience existe, voilà, tout ça. Mais ma personne, qui est ces existences morcelées, c'est vraiment une imputation. C'est une Exactement. imputation Et sur est-ce des que, agrégats. est-ce que ça rend son existence obsolète ou est-ce que les phénomènes imputés, il y en a plein, le temps, la personne, l'impermanence, etc. Tous les phénomènes composés non associés, les graines karmiques, les graines des afflictions. L'existence, oui, d'accord, oui. C'est pas Voilà. obsolète. Je veux dire, quand on perçoit une personne, on ne l'aperçoit pas directement, comme quand on Alors, perçoit une table. alors ça, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est génial ce type de débat. C'est exactement ce qui va nous attendre avec ce chapitre 9. C'est qu'il va y avoir pas mal de débats. Donc, c'est bien de déjà mettre
les grandes box. Donc c'est intéressant parce qu'on peut voir, en effet, ça vous permet aussi d'analyser, comme on disait tout à l'heure, à plusieurs cerveaux, c'est plus facile. À plusieurs personnes, c'est plus facile d'analyser parce qu'on formule les choses. En formulant les choses, on peut les comprendre un peu mieux. Moi, je me souviens une fois en expliquant, je crois que ça devait être sur un forum, il y a un moment déjà, hein, il y a peut-être 10-15 ans. J'avais essayé quelqu'un m'avait posé la question, la différence entre les Swatantrika et les Prasangika, et c'est en répondant à la personne que j'avais un petit peu plus compris les choses d'une certaine manière. C'était un petit peu moins obscur pour moi. Donc, en formulant les choses, parfois, ça nous aide beaucoup à mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, faire des débats comme ça, c'est très, très utile parce que ça vous permet justement de clarifier les choses. Très bien. Donc, ça veut dire que si, par exemple, mon corps est assis, est-ce que ma personne n'est pas assise? En fait, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur quand on dit une personne. Je pense que il faut qu'on se mette d'accord, qu'est-ce que ça veut dire une personne. Et après, on peut discuter parce que si chacun de nous a une définition différente, on ne pourra jamais s'entendre, en fait. Je pense qu'il faut qu'on ait une base commune où on dit, voilà, une personne, pour moi, c'est ça. Et là, on peut discuter. Sinon, après, bah, en fait, si pour, je sais pas, pour Laurence, une personne, c'est ça, et pour moi, c'est ça, et Rachel aussi, en fait, on ne pourra jamais s'entendre. Il faut qu'on ait, je pense, voilà, une base commune. On dit, voilà, pour moi, une personne, c'est quoi? Donc, et à partir de là, on peut discuter de, est-ce que c'est les 5 agrégats? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, nous, on a parlé des 5 agrégats, mais après, voilà. On appelle du pied à Rosemary, qui la connaît par cœur, la définition. C'est un jeu imputé en dépendance de tout ou partie des agrégats. Wow, bravo, bravo, bravo. Magnifique. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas dit, celle-là. Pour ça, j'ai saisi l'occasion de la remarque de stage. Très bien. Donc, la personne, c'est quoi? C'est défini comme un jeu ou un individu, on pourrait dire, c'est pareil, il y a des définitions très similaires. Un jeu désigné en dépendance de toute ou partie des agrégats. Pumpo, ngapo, ganru, ratene, tape, nga. Très bien. Donc, jeu, ça veut dire un jeu qui est désigné en dépendance de toute ou partie des agrégats. Ça veut dire en dépendance de l'un ou l'autre des agrégats ou de l'ensemble, quand il y a l'ensemble. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que les Prasangika, ils vont accepter ça. Ils vont accepter qu'il y a des phénomènes substantiels. Quand on parle de la différence, de l'opposition entre un phénomène imputé et un phénomène substantiel, ils ont tendance à accepter cette distinction. Parce que, d'un autre point de vue, pour les Prasangika, s'ils considèrent que tout est simplement désigné, indépendance des agrégats, etc., dans ce cas-là, ils ne peuvent pas accepter un phénomène substantiel qui serait l'opposé, puisque ça, c'est l'objet de négation pour les Prasangika. Donc, il faut faire attention à de quoi on parle. Quand on dit il y a des phénomènes imputés, en effet, comme le temps, l'impermanence, la personne, etc., pourquoi est-ce que ce sont des phénomènes imputés? Donc, Dominique a déjà essayé de donner un élément de réponse. Pourquoi est-ce que la personne est un phénomène imputé? Exactement comme le temps, ou comme l'impermanence, ou comme une graine karmique, un potentiel, etc., etc. Ça, normalement, on en avait parlé ensemble, je crois. Parce qu'on est obligé de passer par quelque chose pour se rendre compte. Voilà, exactement, tout à fait. On Et donc, te en voit effet, directement, mais si même ton image disparaît et qu'on entend ta voix, on dit c'est Christophe, enfin c'est Jinpa. voilà, Oui, mais ta voix, c'est des agrégats. C'est des agrégats. ça en fait partie. Donc, en effet, ça veut dire que la personne, c'est comme le temps. Ouais. Sans les agrégats, on ne peut pas percevoir directement la personne. Sans une montre ou sans le soleil qui passe derrière les nuages, etc., on ne peut pas appréhender directement le temps. Donc, on a besoin de passer par autre chose qui n'est pas le temps ou d'autre chose qui n'est pas la personne pour voir la personne. Donc, ça veut dire que si on perçoit le visage d'une personne, on peut en effet dire qu'on perçoit une personne. Parce que cette personne et son visage sont une même entité. Ils ne sont pas des entités séparées. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas le visage de la personne dans le salon et la personne dans la cuisine. Là où se trouve son visage, ou son corps, ou etc., se trouve la personne. Vous êtes d'accord? Ah ouais.
Et donc, la personne et son corps sont une même entité. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ils ne sont pas des entités séparées, ouais. Très bien. Excellent. Donc, ça veut dire que si on perçoit l'un, on perçoit nécessairement l'autre. Vous êtes d'accord? Donc, si on perçoit le visage de quelqu'un, on perçoit nécessairement cette personne. Mais on perçoit cette personne par le truchement, comme dirait Molière, par le truchement de, du visage. Sans le visage, on ne peut pas percevoir la personne. Ou sans sa voix, etc., etc. Oui, vous êtes d'accord? Très bien. Donc la personne n'est pas son corps, la personne n'est pas son esprit, mais en dépendance du corps et de l'esprit, on perçoit la personne. Donc c'est pourquoi la personne est un phénomène imputé. Et ça nous amène à comprendre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à le soi autosuffisant et substantiel. Ça réfute qu'il puisse y avoir un soi autosuffisant et substantiel, puisque le soi est imputé, puisque on doit passer par autre chose que la personne elle-même pour voir la personne, pour appréhender la personne. Et donc ça explique que la personne est un phénomène imputé et pas un phénomène substantiel. Donc en comprenant que la personne est un phénomène imputé, ça réfute le non-soi, le soi grossier. On comprend donc le non-soi grossier. Ouais. Ce qui est déjà énorme, parce qu'il y a des afflictions qui sont associées à ce soi grossier, à cette conception d'un soi grossier. Il y a plein d'afflictions qui peuvent survenir. Des afflictions grossières, bien sûr. Mais malgré tout, si on se débarrasse de ce soi grossier, on se débarrasse du coup de son orchestre. On se débarrasse des afflictions grossières. C'est déjà énorme. Ouais. C'est intéressant de se poser la question quand on rencontre des gens dans la rue, dans la vie, etc., de se dire, mais qu'est-ce que je vois exactement? D'une manière explicite, qu'est-ce que je vois? Je vois une personne ou je vois une partie des agrégats de la personne. Ça peut être très, très utile de faire ça au quotidien. Pour se dessaisir par rapport à une forme de saisie d'un soi grossier, en effet, mais malgré tout, qui peut nous poser des problèmes. Ouais, très bien. Donc, une fois qu'on a compris ça, en effet, on peut se reposer sur quelqu'un si on se repose sur son corps. Si on s'appuie sur son corps, on s'appuie sur cette personne. Puisque la personne n'est pas ailleurs que là où se trouve son corps. Ouais. Mais en effet, vous avez raison toutes les deux dans le sens où la personne n'est pas son corps non plus, de toute façon. Malgré tout, n'est pas son corps. Mais elle est désignée en dépendance du corps, de l'esprit, etc. Très bien. Donc là, si on comprend ça, à ce moment-là, on comprend le non-soi, donc il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel, donc on comprend le non-soi en tant qu'absence de soi autosuffisant et substantiel. Si on comprend ça, du point de vue des autres écoles, on peut obtenir le nirvana. Du point de vue des autres écoles que le Prasangika, on peut obtenir le nirvana. Le Prasangika dit non, il faut aller plus loin. Pourquoi? Parce que pour le Prasangika, non seulement la personne est imputée, parce que c'est la même définition donnée par Rosemary, la personne est imputée, mais en plus pour les Prasangika, tout ce qui existe est simplement imputé. Simplement imputé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les autres écoles, en effet, la personne, on l'aperçoit en dépendance du visage. Donc ça veut dire que c'est un phénomène imputé. Malgré tout, pour les autres écoles, si on cherche vraiment où est la personne, on va trouver quelque chose. On doit trouver quelque chose. Si on ne trouve rien, on est nihiliste. C'est comme si on n'existait pas. Et donc à ce moment-là, on peut tous se suicider, comme dit Bernard. Et donc pour les autres écoles, on doit pouvoir trouver quelque chose si on cherche où est vraiment la personne. Donc ils vont trouver la conscience mentale, ils vont trouver la Laya Vijnana pour ceux qui l'acceptent, etc., etc. Ouais. Et du coup, et du coup, nous, à ce moment-là, on fait quoi? Parce qu'avec toutes ces écoles, il faut qu'on en choisisse une. Exactement. Alors pas au hasard, mais il faut essayer de les étudier déjà, de savoir que propose cette école, que propose cette autre école, etc. Et d'avoir la perspective de ces tenants de ces écoles-là. Parce qu'elle est très utile malgré tout. Quand les Vaibhashika, par exemple, ils déconstruisent la personne avec des particules indivisibles ou avec des moments de conscience indivisibles, et pour eux, c'est ça les vérités ultimes, c'est très utile parce que ça permet de déconstruire la personne, se dire que la personne n'est qu'une vérité conventionnelle pour eux. Donc, ça permet de se dessaisir par rapport à la personne. C'est déjà utile, c'est déjà énorme. Et puis après, progressivement, on essaie de voir ce que proposent les autres écoles. Donc, de toute façon, la plupart des écoles, il n'y a que le Prasangika qui a une vue très spécifique, mais toutes les autres écoles vont dire que la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est ça qui empêche le nirvana, c'est ça qui empêche la libération individuelle.
Et donc, il faut s'en débarrasser pour ces écoles-là. Les Prasangika vont dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on réalise ce type de non-soi grossier, il est impossible d'obtenir le nirvana et l'éveil. Il faut réaliser quelque chose de plus subtil. C'est-à-dire qu'on ne sait attaquer qu'à la partie superficielle du mélanome. Il faut retirer le mélanome à la racine. Et ça, il n'y a que le Prasangika qui peut clamer avoir le scalpel approprié pour éliminer exactement ce qu'il faut éliminer, pour réfuter exactement ce qu'il faut réfuter. Donc, bien sûr, par exemple, sa sainteté, il ne parle pas toujours des autres écoles, il peut parler directement du Prasangika. Si on a des empreintes favorables, on peut comprendre le Prasangika sans avoir nécessairement étudié les autres écoles. Mais malgré tout, elles sont quand même très, très utiles pour comprendre l'objet de négation, etc. C'est pour ça qu'on les avait faites avant les vacances. Ouais. Ok, bravo, bravo. Très bien, il reste combien de temps? Waouh, ça passe vite. Ok. Donc la personne est un phénomène imputé, vous êtes d'accord? Yes. Pourquoi? Pourquoi c'est un phénomène imputé? Parce qu'on a besoin de nos facultés, nos agrégats pour, je sais pas, voir, entendre, tout ça. Sinon, on a besoin en fait d'aide de quelque chose pour pouvoir voir la personne ou l'entendre ou réaliser qu'elle est là. Oui. En effet, donc ça veut dire que c'est un petit peu, voilà, le temps aussi. Le temps est imputé, pourquoi? Parce que sans voir une montre, sans voir un truc qui change, etc., on n'appréhende pas le temps. Ouais. Donc on a besoin d'autre chose que le temps pour percevoir le temps lui-même. Donc il a une existence un peu fantomatique. La personne, c'est pareil en fait. La personne, sans appréhender autre chose que la personne, on ne peut pas appréhender la personne. Donc c'est un phénomène imputé. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Waouh, génial. Donc toutes les écoles vous disent, ouais, d'accord là-dessus. Mais ce que va rajouter le Prasangika, l'école de Shantideva, Ariana Nagarjuna, Chandrakirti, etc., c'est que quand on dit la personne est une simple imputation, donc ils vont rajouter le terme simple, torpeta tsam en tibétain. Ils vont juste dire la personne est une simple imputation attribuée en dépendance des agrégats, etc. Les autres écoles disent la personne est un phénomène imputé, on est d'accord. Les Prasangika l'acceptent aussi au niveau grossier, la personne est un phénomène imputé. Mais pour les Prasangika, tout phénomène est nécessairement simplement imputé. Donc, ils ont un niveau supérieur. Et quand ils disent simplement imputé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez la personne dans sa base de caractéristiques, c'est impossible de la trouver. Si vous cherchez la table dans sa base de caractéristiques, c'est impossible de la trouver. La table n'est pas sa couleur, la table n'est pas son impermanence, la table n'est pas ses molécules, la table n'est pas l'ensemble de tout ça, etc., etc. Ouais. Ouais. Bravo, Oui, bravo, d'accord. bravo. Donc, ouais, vous êtes d'accord? Génial, excellent. Et donc, ça veut dire que pour les Prasangika, tout ce qui existe est une simple imputation. Mais ils vont dire qu'au niveau conventionnel, en effet, il y a des phénomènes imputés, etc., parce qu'ils comprennent, en effet, que ce que les autres écoles comprennent, dans le sens comment est-ce qu'on appréhende un phénomène? Est-ce qu'on a besoin de l'appréhender tout seul, comme ça, de but en blanc, ou est-ce qu'on a besoin de passer par autre chose? Et donc, ils acceptent ça aussi, bien sûr. Mais pour les Prasangika, le véritable mode d'être conventionnel des phénomènes, c'est simplement désigné, en dépendance d'une base d'imputation. Ouais, Mhm. ça va, Mina? Oui, oui. C'est le oui informatique. Ok. D'accord. Moi, honnêtement, j'arrive pas à faire la différence entre simplement imputé et l'imputation en général. J'arrive pas à faire la différence. Ok, très bien. Donc, en fait, la différence, c'est que pour les autres écoles, les non-prasangika, les écoles bouddhistes, qui ne sont pas prasangika, vont dire que, ok, vous cherchez une table dans une pièce. Vous savez plus où vous avez mis votre table de chevet, etc. Vous cherchez une table dans une pièce. Ok. Vos yeux rencontrent cette table. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Que cette table, elle est trouvée. Elle est trouvée conventionnellement. Ok. Ok. Et donc, toutes les écoles sont d'accord pour dire qu'une table est une forme. C'est une forme matérielle. Très bien. Donc, c'est un phénomène substantiel.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par autre chose que la table elle-même pour percevoir la table. Ce n'est pas un existant fantomatique comme le temps, la personne, l'impermanence, etc. Ouais? Ouais? Très bien. OK. Et donc, toutes les autres écoles qui ne sont pas Prasangika, si on cherche plus la table conventionnellement, dans la pièce, etc., mais qu'on la cherche ultimement, ça veut dire qu'on se dit, mais c'est quoi en fait une table? Ils doivent trouver quelque chose. Ils doivent trouver quelque chose. Ils vont dire, par exemple, c'est la configuration des parties, c'est l'ensemble des parties d'un certain ordre, dans un certain ordre, etc. Ouais. Ils vont dire, c'est ça la table. Donc, ça veut dire que on ne se satisfait pas d'une simple recherche conventionnelle, on cherche vraiment, mais c'est quoi en fait une table? C'est plus où est la table, c'est quoi vraiment une table? Et donc, on cherche ce qui pourrait être la table. Et pour les autres écoles, bah, il y a les parties assemblées. Les parties assemblées, OK, c'est le tout. Et pour les Prasangika, ils vont dire non, les parties assemblées, ce n'est pas le tout. Le tout est désigné en dépendance de ces parties assemblées. Et donc, puisque le tout est désigné en dépendance de ces parties assemblées, c'est une simple imputation. C'est-à-dire qu'il est impossible de trouver la table dans l'ensemble de ces parties. En fait, c'est encore plus compliqué pour eux. C'est encore plus compliqué, mais d'un certain point de vue, c'est presque même plus simple, parce qu'en fait, quand on dit simple désignation, ça veut dire qu'on a le phénomène désigné et on a la base d'imputation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ces deux trucs-là. Il faut qu'on désigne une table en dépendance de parties constituantes, en dépendance d'une couleur, en dépendance de plein de choses. Ouais, très bien. Et donc, les Prasangika disent, OK, la table est simplement désignée. Pourquoi? Parce que simplement, ça veut dire qu'il est impossible de trouver la table de son propre côté, du côté de la base d'imputation. C'est pour ça que c'est simplement désigné. Quand on dit simple, c'est restrictif. En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver la table dans sa base de caractéristiques. Aucune de ces caractéristiques n'est la table. Ouais. D'accord, je comprends Pour la maintenant. personne, c'est peut-être plus simple pour la personne. Parce qu'une personne, en effet, comme on l'a dit, c'est un phénomène imputé, etc., en dépendance des agrégats. Et donc maintenant, si on cherche la personne, pour les autres écoles, ils doivent trouver la personne. Les Vaibhashika, par exemple, disent que c'est l'agglomérat des agrégats. L'agglomérat des agrégats, c'est la personne. Pour les Vaibhashika, c'est ça. Pour les Sautrantika, les autres écoles, ils vont dire c'est la conscience mentale, par exemple. Donc ça veut dire que s'ils cherchent vraiment où est la personne, ils doivent trouver quelque chose. Ils doivent trouver l'illustration de la personne, comme étant la conscience ou l'ensemble des agrégats, etc. Les Prasangika disent plus vous allez zoomer, moins vous allez trouver. En fait, c'est l'absence. Ah oui, voilà. Donc maintenant, en fait, les Prasangika, c'est ceux qui disent qu'il y a une absence de soi et absence de phénomène. Alors que les autres disent qu'il y a une absence de soi, mais pas de phénomène. C'est même pas le même soi dont ils considèrent l'absence. Alors, on pourrait dire que les Mahayanistes disent il y a le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Très bien. Et les autres écoles disent non, il n'y a que le non-soi de la personne, les écoles du véhicule fondamental. Désolé Mina, c'est des trucs un petit peu techniques pour ceux qui ont étudié un peu les écoles. Et donc les écoles mahayanistes vont dire non seulement il y a le non-soi de la personne, mais il y a le non-soi des phénomènes aussi. Ok, très bien. Pour les Prasangika, comme dit Dominique, c'est plus subtil. Ça veut dire que les Prasangika vont dire la personne ne peut pas être trouvée. Le tout ne sera jamais égal à ses parties. C'est l'union de l'apparence des causes et des causes et conditions, c'est ça. On peut dire ça. Mais ça, c'est vraiment le plus difficile. Enfin, pour moi, ça a été le plus difficile à comprendre. L'histoire du char de Nagarjuna, j'ai mis des lustres avant de comprendre. Je comprends. Ouais, moi, je suis encore en train d'essayer de comprendre. Hein? Cette histoire? C'est l'histoire du char. Oui, vas-y, Dominique. Pourquoi les parties en vrac d'un élément ne sont pas cet élément? C'est très difficile à comprendre. Nagarjuna, il dit, voilà, vous pouvez pas, même si vous avez tous les, enfin, il dit pas comme ça, mais je te le résume, même si vous avez tous les éléments du char, les roues, les essieux, les machins, les trucs, ce n'est pas un char. Alors moi, je pensais toujours, bah, c'est idiot, parce qu'il suffit d'assembler les choses dans le bon ordre et ça sera un char. Et non, voilà. Et ça, c'est très difficile moi, je trouve, une voiture, s'il lui manque une roue, c'est quand même une voiture. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est que c'est très difficile. Donc ça, je pense qu'on le verra bien sûr dans la suite du chapitre, mais on peut déjà essayer de se poser la question. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre une montre en kit
et une montre qui est montée dans le bon ordre, avec les engrenages, etc. On C'est va l'hor- dire, bah, c'est l'ordre. c'est l'horloger L'ordre, qui fait la c'est différence. Oui, c'est le schéma, c'est l'ordre. C'est Oui. l'horloger, c'est-à-dire l'ordre, c'est la projection de celui qui pense savoir qui fait la différence. oui, aussi, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. C'est la fonction aussi, on peut dire. Oui. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra essayer de creuser parce que c'est fondamental de comprendre pourquoi est-ce que la personne n'est pas la configuration des agrégats, etc. Pourquoi une voiture n'est pas la simple collection des parties constituantes, etc., dans l'ordre approprié. Ça, c'est très important. Donc, on essaiera de le creuser. Mais en fait, en effet, c'est lié à ça. On verra que la configuration, en fait, en tant que telle, n'est pas la voiture. La voiture est désignée en dépendance de la configuration spéciale. Voilà. C'est comme un meuble d'IKEA. C'est C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as les planches, etc. Après, tu as le meuble qui est monté, etc. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, si ce n'est notre voilà. désignation à nous, par exemple, quand on va emménager dans un nouvel endroit, dans une nouvelle maison, on dit, bah, tiens, là, ce sera la chambre, là, ce sera le salon, etc. Mais qu'est-ce qui fait que cette pièce est une chambre ou un salon? On pourrait très bien entreposer des meubles dedans. On pourrait très bien dire que c'est la chambre parce qu'on a mis un lit, mais on a mis aussi un canapé, on a mis plein de trucs dedans parce qu'on a entreposé des meubles dedans. Donc, qu'est-ce qui fait que ça devient la chambre, que l'autre pièce devient le salon et pas l'inverse? C'est notre concept, c'est la désignation. Exactement. Exactement. De son propre côté, ce n'est pas une chambre, ça n'a jamais été une chambre de son propre côté. Et l'autre pièce à côté n'a jamais été un salon de son propre côté. Même une fois qu'on met les meubles appropriés, etc., ce n'est pas un salon de son propre côté. C'est un salon parce qu'on l'utilise comme un salon. C'est l'usage qui fait l'outil. Ouais. Oui. C'est nous qui créerons la chose, quoi. Voilà. Voilà, Il y a des exactement. conditions qui font que ça devient un salon tout d'un coup. Parce qu'une fourmi arrive, elle ne voit pas un salon. Oui. C'est nous qui voyons le salon parce qu'on Voilà. l'a projeté, parce que voilà. Exactement. Ça dépend de son utilisation, en fait. Oui, mais ça dépend aussi de ton regard. S'il y a une fourmi qui rentre dans ton salon, elle ne dira jamais c'est un salon. Tu comprends? Donc, c'est Oui. vraiment à l'échelle de notre karma d'humain collectif qu'on appelle ça un salon. Mais si on est une fourmi, eh ben, on n'appellera jamais ça un salon. C'est le tendrel qui fait que toi, tout d'un coup, tu te retrouves avec ce truc et c'est ton salon, c'est un salon, mais dans 3 secondes, ça ne sera plus la même chose. Ah oui, non, c'est autre chose aussi. Ça n'existe plus. Il y a d'autres exemples, hein. Par exemple, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Nous, on est bien lunés, etc. On voit le verre à moitié plein. Et notre pote à côté, qui est plutôt un petit peu morose aujourd'hui, il voit le verre à moitié vide. Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? De son Il est les propre deux. côté. Il est les deux. Il est les deux, donc il est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Non, il n'est l'un ni l'autre, en fait, pardon. Il n'est l'un ni l'autre. C'est ni ça, ni pas ça. Selon les voilà. conditions. Ça n'est pas ça. C'est exactement ça. Il n'est ni l'un ni l'autre, oui. Ni l'un ni l'autre, pourquoi? Parce que de son propre côté, il est une simple perspective, en dépendance d'une simple perspective, en dépendance d'un observateur ou d'un autre observateur, il sera à moitié vide ou à moitié plein. Mais de son propre côté, il n'est ni l'un ni l'autre. Qui pourrait dire qu'un verre est à moitié vide ou à moitié plein de son propre côté? Et l'un de mes enseignants, Yann Le Sel, il prend un autre exemple. Si vous voyez en face de vous, vous voyez des arbres, et une autre personne à côté voit une forêt, qui a raison? Qui a tort? Est-ce qu'il y a une forêt ou est-ce qu'il y a plusieurs arbres? De son propre côté. Les deux ont raison. Et donc, ça veut dire que ça dépend de l'observateur. Si ça dépend d'un sujet, ça veut dire qu'il n'y a rien du côté de l'objet. Il n'y a rien du côté de l'objet. Le verre n'est pas à moitié plein de son propre côté, n'est pas à moitié vide de son propre côté. Ça dépend toujours d'un sujet, d'un observateur. Puisque ça dépend d'un sujet, c'est subjectif, c'est pas objectif. Il n'y a pas d'existence purement objective, pas d'existence absolue, indépendante de son propre côté. C'est ça que ça veut dire, ouais.
Bravo, excellent. Donc ça, on le creusera parce qu'on a tout le chapitre pour ça. Ok, très bien. Ok, donc là, on a parlé de la division des deux vérités. Qu'est-ce qui fait qu'on peut diviser les deux vérités? Et en effet, Butenrich-Endrup dit que c'est vérité elle-même qui est la base de division des deux vérités. Mais comme on le voit du point de vue des Prasangika, une vérité conventionnelle n'est vraie qu'au regard de l'ignorance, donc elle est fausse. Et donc c'est pourquoi on ne peut pas dire que la vérité soit la base d'énumération des deux vérités. Ok, et donc page 36 pour moi, 34 pour vous. Ça synthèse, il y a un troisième groupe d'érudits étudie les objets connaissables, donc les connaissables, qu'ils séparent en deux groupes relevant respectivement de la vérité conventionnelle et de la vérité ultime. Est-ce que vous seriez du côté de ce club d'érudits ou pas? Vous choisissez de prendre votre carte du club ou pas? Est-ce que c'est la base de division des deux vérités? Est-ce que c'est connaissable? Ou les connaissables en général? Qu'est-ce que ça veut dire connaissable? Perçu par une conscience valide. Ouais, C'est les existants. oui. Excellent. On voit qu'il y en a qui ont étudié la philo. Excellent. Donc, c'est observé par une cognition valide, c'est un existant, etc. Très bien. Et donc, est-ce que vous entreriez dans le club de ce troisième groupe d'érudits, dans le club des érudits qui dit les objets connaissables, qu'ils séparent en deux groupes relevant respectivement de la vérité conventionnelle et de la vérité ultime? Ben, quand tu seras yogi, on te dira. Hein. Donc ça veut dire la base de division, ça veut dire que si c'est inconnaissable, c'est nécessairement une vérité conventionnelle ou une vérité ultime. Ou ça veut dire encore une vérité conventionnelle est nécessairement inconnaissable et une vérité ultime est nécessairement inconnaissable, puisque c'est la base de division des connaissables. Oui. C'est un petit peu comme permanent et impermanent. Ouais, ça vous parle? Permanent et impermanent, c'est quoi la base de division? C'est les existants. C'est-à-dire que si c'est impermanent, c'est nécessairement existant. Si c'est permanent, c'est nécessairement existant. Ouais, ça vous parle? Oui. Donc ça veut dire que tous les existants sont nécessairement divisés en ces deux, permanent et impermanent. Ouais. Très bien. Et donc là, c'est plus permanent et impermanent, c'est vérité ultime et vérité conventionnelle. Et à la place d'existant, on a connaissable, ce qui revient à peu près au même. Donc vous seriez d'accord? Ça veut dire que si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement inconnaissable. Si c'est une vérité conventionnelle, c'est nécessairement inconnaissable. C'est-à-dire que tous les connaissables, tous les existants se divisent en ces deux, vérité ultime et vérité conventionnelle. Il n'y a aucun connaissable qui n'entrerait dans aucune des deux cases. Si c'est inconnaissable, ça doit entrer dans la case vérité ultime ou dans la case vérité conventionnelle. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est bizarre, ça. C'est bizarre parce que un connaissable peut être une vérité ultime et pas une vérité conventionnelle, et une vérité conventionnelle peut ne pas être une vérité ultime. Oui. Donc comment est-ce que une vérité conventionnelle pourrait être une vérité ultime et comment une vérité ultime pourrait être une vérité conventionnelle? Si on suit la définition donnée par Shantideva, une vérité ultime, c'est ce qui est appréhendé directement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les deux vérités, la vérité relative et la vérité ultime. La vérité ultime est hors du domaine de l'intellect. Celui-ci est dit obscurci. Ça veut dire quoi? Une vérité ultime, c'est ce qui est directement perçu par la perception yogique directe d'un arya. En fait, ouais, comme la vacuité, elle disparaît en même temps que son objet. Oui. Elles sont les deux liées et elles disparaissent en même temps, donc forcément, elles existent en même temps, quoi, puis après elles disparaissent en même temps. Oui, tout à fait, exactement. Donc ça, comme un microscope, on voit et puis on se rapproche de plus en plus, je sais pas, non? Oui. On pourrait dire ça aussi. Ça veut dire que si on prend une table, est-ce que la table, c'est une vérité ultime ou une vérité conventionnelle? Une vérité conventionnelle. C'est une vérité conventionnelle. Maintenant, si on cherche où est exactement cette table dans sa base de caractéristiques, est-ce qu'on la trouve ou pas? On la passe dans la machine à rayon X ultime. Est-ce qu'on trouve la table ou pas? Non. Non. On trouve la vacuité. On trouve la vacuité de la table. Ouais, très bien. Ok. Donc ça veut dire que une table ne sera jamais trouvable dans la machine à rayon X ultime. Jamais.
Par contre, qu'est-ce qu'on peut trouver? La vérité ultime. L'absence d'existence ultime, l'absence d'existence véritable, etc., etc. C'est ça qu'on trouve à l'issue d'une analyse ultime. Et donc, ça veut dire que la vacuité, c'est ce qui est trouvé par une cognition ultime, une cognition rationnelle ultime. Et la vérité conventionnelle, c'est ce qui est trouvé par une cognition valide conventionnelle. Ouais. C'est ce qui est trouvé dans la machine à rayon X conventionnelle. Ouais. Donc, elles ne peuvent pas être séparées. Alors, elles ne peuvent pas être séparées, mais elles ne peuvent pas être l'une l'autre. Ça veut dire que soit on trouve quelque chose dans la machine à rayon X ultime, soit on trouve quelque chose qui n'a rien à voir, qui est trouvable dans par la machine à rayon X. En fait, c'est comme si on pouvait. Ah oui, d'accord, je vois. En fait, on ne voit pas les choses. Enfin, entre guillemets, si on peut dire, on ne peut pas voir les choses de la même façon. Donc, du coup, c'est impossible. Voilà, exactement. Oui, d'accord. Exactement. Donc là, bien sûr, on n'inclut pas dans cette discussion la perception des Bouddhas, parce que là, c'est vraiment spécifique pour les Bouddhas. Mais si on parle des non-Bouddhas, des êtres conscients en général, en effet, soit on perçoit une vérité ultime, soit on perçoit une vérité conventionnelle. La vérité ultime, c'est l'objet d'une cognition valide ultime qui analyse ultimement, et la vérité conventionnelle, c'est ce qui est trouvé par une cognition valide conventionnelle. C'est-à-dire que si vous cherchez vos clés partout, vous avez un rendez-vous urgent, etc., vous cherchez vos clés dans la pièce, dans le salon, dans la maison, partout, etc., et vous avez un rendez-vous urgent, vous devez absolument y aller, et vous cherchez vos clés, que vous dites oh, j'ai perdu mes clés, je ne sais pas où elles sont, et puis vos amis d'à côté qui sont Madhyamika et qui vous disent mais où sont vraiment tes clés dans la base d'imputation? Ça va vous aider ou pas? Pas du tout. Voilà, ça va plutôt vous mettre de travers. Parce que l'autre personne à côté se trompe de niveau. L'autre personne fait une analyse ultime. Vous faites simplement une analyse conventionnelle. Où sont mes clés? Dans la pièce. Ouais. Donc, vous êtes sur l'analyse conventionnelle. Où sont mes clés dans la convention? Et donc, si vous les cherchez correctement, vous devriez pouvoir les trouver. Ouais. Donc, ça veut dire que les clés sont des existants parce qu'ils sont observés par une cognition valide conventionnelle. Ouais. C'est pour ça qu'il y a deux groupes alors. Voilà. Oui, je comprends. Oui. Donc, il y a le groupe du niveau conventionnel, la recherche purement conventionnelle, où se trouve Eustache, etc. Maintenant, si on ne se satisfait pas de cette recherche conventionnelle, qu'on se dit, mais où est vraiment Eustache dans ces agrégats? Là, c'est impossible à trouver. Qu'est-ce qu'on trouve? La vérité ultime d'Eustache, sa vacuité. Okay. Ouais. Donc, c'est deux niveaux de réalité, totalement contradictoires, mais qui font partie d'une même entité. C'est-à-dire que si l'un cesse d'exister, l'autre cesse aussi, comme dit Rosemary. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est déjà énorme. Déjà, de comprendre ça, c'est énorme, énorme. Le jour où on atteindra l'éveil, on regardera en arrière, on regardera nos vies passées, on se dira, tiens, un dimanche soir, on a pensé à la vacuité, c'est ce qui nous a mis sur la voie vers l'éveil. Grâce à Shantideva et sa santé. C'est génial. Est-ce que vous avez des questions? Oh là là. Plus que ça. Alors, si non, on a... il faut digérer. Ouais, très bien. Ok, donc c'est pas évident, mais normalement, on en a beaucoup parlé au cours des derniers mois. Donc, hélas, j'ai plus les audios, mais je crois que Rachel, tu les as toujours. Mais moi, ils ont disparu avec mon drive. Il fait une mise à jour et il a tout perdu les audios. Donc, c'est pour ça que je les mets sur YouTube. Oui, je ne peux pas faire de mise à jour. Ok, très bien. Mais disons qu'on en reparlera de toute façon. Là, on est vraiment à la première strophe. Donc on a largement le temps d'en reparler. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est ces deux niveaux de vérité. Normalement, si on prend sa carte de club de ce troisième groupe d'érudits, normalement, on est plutôt dans le vrai. On est plutôt du côté de Shantideva. Si on se dit, OK, un troisième groupe d'érudits étudie les objets connaissables qu'il sépare en deux groupes relevant respectivement de la vérité conventionnelle et de la vérité ultime, à ce moment-là, ça devrait pouvoir tenir la route. Ça dit, cette troisième approche se fonde sur des sources indiennes plus autorisées, telles que le compendium des instructions, le Shiksha Samuchaya d'Arya Asanga. Donc Asanga, n'importe quoi, de Shantideva, pardon. Shantideva, il a composé ce traité-là, le Bodhisattva Charyavatara, l'entrée dans la conduite des Bodhisattvas, et il a composé aussi le Shiksha Samuchaya, le compendium des entraînements ou des instructions. Et il y a l'une des strophes qui est extrêmement débattue dans le monde indo-tibétain,
Parce que justement, il dit que ce sont les connaissables qui sont la base de division des deux vérités. C'est-à-dire que les deux vérités sont nécessairement des connaissables. Ok, très bien. Dans lequel l'auteur désigne explicitement les connaissables comme la base de division entre les deux vérités. Et donc là, ça pose question, parce que quand on dit la vérité ultime est hors du domaine de l'intellect, celui-ci est dit obscurci ou voilé, c'est comme si, en fait, on se disait, bah, la vérité ultime, on ne peut pas la connaître. C'est l'apophatisme dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire que la vérité ultime, elle est au-delà de toute pensée, de tout concept, de toute verbalisation. Comme on le trouve dans la strophe d'hommage au Sutra du cœur, Masam Dieu me shera parochima ki miganam ki mwoni, etc., etc. Masam Dieu me, quand on dit inconcevable et inexprimable, je rends hommage à la perfection de sagesse, la mère de tous les Bouddhas, etc., etc. Et donc inconcevable et inexprimable. Et donc souvent on pourrait le prendre au sens littéral, en se disant la vacuité, on ne peut pas la concevoir, on ne peut pas l'exprimer, la verbaliser. Et pourtant, c'est ce qu'a fait le Bouddha dans le deuxième tour de roue, quand il a parlé des perfections de sagesse. Il n'a fait que ça, parler de la vacuité. Donc si elle était non verbalisable, non exprimable, pourquoi le Bouddha aurait pris le temps de le faire? Et donc, c'est pourquoi il faut bien... Oui, Roger? Peut-être qu'elle peut s'expliquer, mais entre l'explication et la réalisation, certainement, on ne peut pas l'exprimer. Mais voilà. on peut peut-être expliquer la vacuité en termes avec des mots très français. La réalisation directe, en effet. La réalisation directe est au-delà des termes et des concepts, en effet. La réalisation directe, c'est comme si vous prenez l'avion et vous êtes dans la masse de nuages, etc., etc. Et d'un seul coup, l'avion va au-delà des nuages. Et là, il n'y a plus du tout le voile de brume, de nuages, etc., etc. La perception directe, ça devrait être ça. Il n'y a plus le voile des concepts. Et donc, c'est au-delà des concepts. Et donc, en effet, on peut dire ça, la réalisation directe. Mais il y a la réalisation inférentielle. Ouais, la réalisation conceptuelle de la vérité ultime. La réalisation conceptuelle est malgré tout possible. Elle est toujours voilée, elle est toujours erronée, mais elle n'est pas nécessairement fausse, elle n'est pas dénuée d'intérêt. C'est ce qui nous mène à la réalisation directe. Ouais. Ça vous parle? D'où l'importance pour Arya Nagarjuna, Chandrakirti, Shantideva, etc., de faire de la dialectique avec tout ça. Quand dans le traité du milieu de Nagarjuna, ce n'est que de la dialectique, que du débat, pour justement essayer d'aller se débarrasser de la conception d'existence inhérente grâce à un mode d'appréhension totalement opposé. Il n'y a pas d'existence inhérente. Et donc ça, on le comprend conceptuellement au début. Ouais. Très bien. Sinon, en fait, comment on ferait? Comment on ferait à part la simple intuition? Si on n'avait pas la possibilité d'avoir une cognition inférentielle, discursive, conceptuelle de la vacuité, comment est-ce qu'on pourrait faire pour la réaliser puisqu'elle échappe à nos sens? Ce n'est pas un phénomène manifeste. Comment on ferait? Mais on ne ferait pas. Hein. On a la foi, je sais pas. Foi. Je sais pas, la motivation, l'aspiration. La méditation peut-être. Ce serait le seul moyen. L'intuition, un petit peu comme il y avait une pub pour les assurances. À un moment donné, il y avait un contre-exemple de quelqu'un, d'un client d'une mauvaise assurance qui disait je sais que j'ai la bonne assurance, je le sais, je le sens que je le sais. Et donc, c'est un petit peu ça. C'est, par exemple, pour la vacuité, je sais que la vacuité, c'est ça. Je sais, je le sens, je sens que je le sais que c'est la vacuité. Mais il y a tellement de gens qui parlent de la vacuité dans le monde entier, sur Facebook ou ailleurs. Donc, voilà, il y a des affirmations plus ou moins discutables. Il y en a qui peuvent tenir la route à la rigueur. Mais il faut toujours que ce soit cohérent d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a besoin de développer l'esprit critique, etc. Rosemary, tu voulais dire quelque chose? Tu ne voulais pas dire? Je suis en train de réfléchir, là. Ok, donc on y reviendra. On y reviendra parce que ça, c'est très important de voir comment, si en fait, si la conceptualisation va prendre la conséquence à l'absurde, c'est la méthode favorite de Arya Nagarjuna. Si la conceptualisation ne servait à rien, pourquoi est-ce que le Bouddha aurait enseigné déjà le premier, la perfection de sagesse? Puisque enseigner, ça veut dire verbaliser, et donc quelqu'un comprend intellectuellement, etc., etc.
Donc, si c'était au travers d'une intuition de la foi, il n'y aurait pas nécessairement besoin de l'exposer dans la perfection de sagesse en 100 000 versets, 25 000 versets, 8 000 versets, etc., etc. Et en second lieu, pourquoi Arya Nagarjuna se donne la peine d'employer les débats, la dialectique. Dans 6 traités dialectiques, le Madhyamaka Shastra, le Vigraha Vyavartani, le Yukti Shastika, le Shunyata Saptati, le Vedarya Sutranama, etc., le Ratnavali, tous ces textes magnifiques, ils n'emploient que la dialectique, le raisonnement. Si l'intellect était contre-productif pour réaliser tout ça, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Et donc, on a besoin de voir qu'en effet, c'est l'intellect qui doit être le premier à faire un portrait robot de la vacuité. Et ensuite, on doit surpasser ce portrait robot pour avoir accès à une réalisation yogique. Ouais. Ça ne suffit pas pour qu'il en soit. Hein, Roger? Ça ne suffit pas. Quoi qu'il en soit, ça ne suffit pas. Tout à fait, exactement. Ça veut dire que si vous devez aller de Bordeaux à New York, vous devez prendre la voiture pour aller à l'aéroport. Mais la voiture ne suffit pas. Mais malgré tout, sans la voiture, ce serait vraiment quand même difficile d'aller à l'aéroport si on pourrait y aller en vélo. Mais il faut un moyen de locomotion. Il faut un moyen de locomotion. Ça veut dire que le moyen de locomotion initial ne sera jamais l'avion lui-même, ne sera jamais le moyen de locomotion final. Malgré tout, sans ce moyen de locomotion initial, c'est impossible d'accéder à une réalisation directe de la vacuité. D'où l'importance pour les grands maîtres du Madhyamaka, Shantideva le premier d'ailleurs, et l'emploi des raisonnements par rapport à la vacuité. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Donc ça, c'est vraiment fondamental parce que parfois, en effet, quand on dit la conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Erronée pourquoi? Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Mais elle n'est pas nécessairement fausse. Elle ne se trompe pas nécessairement à l'égard de son objet d'engagement. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est très, très important. Ok. Désolé pour tout ce bavardage, mais en tout cas, bravo pour vos interactions parce que c'est ça qui nous permet de mieux comprendre entre nous et d'avoir, même si on a des points de vue divergents, c'est au contraire, c'est utile et ça nous permet de discuter de ces opinions, pas les gens eux-mêmes, mais les opinions. C'est ça qui compte, c'est de se distancier par rapport à nos vues. Ouais, ok. En tout cas, bravo. La semaine prochaine, il n'y aura pas. Et la semaine d'après, on sera donc je vais vous dire ça tout de suite. Le 4. On sera le combien? Le 4, il me semble. Le 3. Le 3? Non, le 3, le 10. Ok, donc on reprend le 10. Le 10. Le 10? Le 10, oui, ça le fait. Ok, très bien. Parfait. Il y aura un enseignement de Geshe-Nandak aussi à Nalanda, si ça vous intéresse. Vous pourrez regarder la pub sur Facebook. Mais ce sera dans la journée, ce sera dans la matinée normalement. Ok, c'est super. Bravo à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Jimpa. Excellent. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.